Alors quand on parle de violence sur le plan clinique et victimologique, on ne parle pas uniquement de violence physique, on parle d'une multitude de formes de violence différentes et qui, très souvent, dans une seule et unique situation, s'entremêlent. Alors il y a d'abord les violences physiques, les coups, les bousculades, les étranglements, les projections, mais il y a aussi tout ce que j'appelle les violences physiques indirectes, ce sont tous ces objets que l'on lance, ces murs que l'on frappe, ces portes que l'on claque, tous ces petits gestes qui se répètent au quotidien et qui finissent par installer une peur permanente. Ensuite, il y a les violences sexuelles, y compris avec un partenaire ou dans le couple, un rapport imposé, du chantage ou une contrainte. Le fait d'être partenaire ou en couple ne veut pas dire que ces rapports sont forcément consentants, bien au contraire. Alors, ça, ce sont les violences dites tangibles, observables. Quant aux violences qui sont davantage implicites, subjectives, on parle alors des violences psychologiques, et elles sont souvent plus destructrices et marquent bien plus férocement les victimes sur le long terme. Là, on parle des humiliations, des insultes, des menaces, des dénigrements, des infantilisations, des manipulations, et le tout dans une dynamique et une logique systématique et répétitive. On est vraiment dans une logique de harcèlement. C'est tout ce qui va détruire progressivement la confiance en soi et l'estime de soi des victimes. Alors il y a aussi les violences économiques, contrôler l'argent, empêcher l'autre de travailler, surveiller chaque dépense, mettre la personne en dépendance financière pour qu'elle ne puisse ni partir ni chercher de l'aide, et qu'elle puisse en avoir honte. Il y a aussi les violences numériques et sociales, le contrôle du téléphone, les réseaux sociaux, isoler les personnes de leurs proches, de leur famille, la diffamation, géolocaliser les déplacements et les dépenses, par exemple. Et puis il existe aussi une autre forme de violence dont on ne parle pas nécessairement beaucoup, qui sont les violences institutionnelles ou procédurales. C'est quand l'auteur utilise la police, la justice ou les services sociaux ou les ASBL pour continuer à garder la main sur la victime. On y trouve les dépôts de plaintes multiples, les retournements du discours, les accusations fallacieuses, les lancements de procédures civiles intempestives, auxquelles les victimes n'ont malheureusement pas d'autre choix que de devoir y participer. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'emprise pathologique, on n'est jamais face à un acte isolé, on est toujours face à un processus, un ensemble de comportements qui, mis bout à bout, vise à contrôler l'autre dans son entièreté et à l'empêcher de partir ou d'appeler à l'aide. Alors, les chiffres européens et de l'OMS le montrent bien, ces violences sont fréquentes, ce n'est tristement pas exceptionnel, ce n'est pas marginal, et c'est sans compter les victimes qui ne témoignent pas ou qui ne se rendent même pas compte d'être elles-mêmes dans un système de violence qui se répète, et ça, hommes, femmes, majeurs ou mineurs. Alors je dirais qu'il y a eu de vrais progrès, notamment en Belgique, mais qu'on reste encore très loin lorsqu'on parle de violences invisibles. Donc tout ce qui est violence qui ne laisse pas de marque visible sur le corps, les violences psychologiques, économiques ou encore institutionnelles ou procédurales. Alors sur le papier, les formations existent. En Belgique, on a même des circulaires pénales, des modules de formation, des sections spécialisées, bien que encore trop peu nombreuses à mon goût, surtout pour les victimes. Mais sur le terrain, je vois encore un trop grand écart entre la formation et leurs applications. Alors beaucoup de professionnels ont entendu parler de l'emprise, mais encore trop peu savent comment la repérer concrètement, comment l'évaluer et comment documenter des violences qui ne se voient pas. On reste encore trop souvent centré sur les violences visibles et quantifiables, alors que tout ce qui relève des violences invisibles, donc l'emprise pathologique, le contrôle coercitif, est encore beaucoup trop peu reconnu, trop peu documenté et encore trop souvent stéréotypé, banalisé ou malheureusement encore fort minimisé. Alors les violences psychologiques sont aussi plus difficiles à faire entrer dans une case pénale classique, évidemment. D'autres pays ont déjà introduit dans leur loi la notion de contrôle coercitif, alors qu'en Belgique, on n'est encore qu'en l'état de jurisprudence. Mais on en parle de plus en plus, mais il y a encore fort à faire. Donc pour répondre clairement à votre question, oui, il existe des endroits où il y a des formations plus ou moins qualitatives, mais la priorité maintenant, c'est de réduire l'écart qu'il y a entre ce que l'on enseigne et ce qui se pratique réellement dans les organisations et les institutions. Il y a deux choses auxquelles je pense, donc pour moi l'intérêt serait double. D'abord, c'est une reconnaissance officielle. Il dit clairement que ce ne sont pas des simples disputes de couple, mais des événements délétères, au même titre qu'un accident ou une agression physique ou sexuelle. Ça change totalement le regard social, et ça enlève une grosse part de culpabilité ou de honte que vont porter les victimes suite à ce genre de situation. Faut-il maintenant que ces informations fassent suffisamment le tour pour que ce ne soit plus discutable, évidemment. Ensuite, il y a un enjeu très concret en termes de qualité des soins. Toutes les prises en charge psychologiques ne se valent pas pour quelqu'un qui sort d'une relation d'emprise pathologique ou de violences répétées, et que ces violences aient eu lieu au milieu familial, au milieu social, dans le couple, ou au travail ou ailleurs. On a besoin de professionnels qui sont formés au psychotrauma, à l'emprise pathologique et à tous les types de violences.
qu'elles soient physiques ou psychologiques, qu'elles soient numériques, sociales, économiques ou encore institutionnelles. Ça ne devrait pas être juste un détail administratif ou politique, c'est ce qui peut vraiment faire la différence entre une série de victimes qui resteraient seules avec leurs souffrances pendant des années, et une série de personnes qui aura accès à un accompagnement ciblé et qui leur permettra réellement de se reconstruire. Pour répondre à votre question, je dirais que le problème, ce n'est pas l'absence d'experts, c'est que cette expertise n'est pas suffisamment homogène et qu'elle n'est pas encore suffisamment transversale dans l'ensemble du système. Concrètement, dans ma pratique, ce que je constate, c'est qu'il y a encore une trop grande variation d'un service à l'autre, d'une zone de police à un autre, d'un magistrat à l'autre. Et ça crée un effet de loterie pour les victimes. Selon sur qui elles vont tomber, la prise en charge ou la bienveillance ou la conscience professionnelle va varier de excellent à beaucoup trop limité, pour ne pas dire totalement absente. L'idée, c'est pas qu'il y ait des experts nécessairement qui devraient être attitrés à un domaine d'expertise particulier qui serait en lien avec les violences conjugales, par exemple, mais plutôt une compétence transversale qui permettrait aux victimes de ne pas se sentir stigmatisées par le fait qu'on les associe à des violences auxquelles elles ne se reconnaîtraient pas nécessairement. Il faudrait qu'il y ait une conscience collective, que l'on soit attentif ensemble et conscient ensemble et professionnel ensemble sur un domaine qui nous touche tous, en tout temps et à tout moment.